Madame, Monsieur, bonsoir. À la une de cette édition du mardi 3 avril, la campagne présidentielle qui fait étape dans le département avec la venue hier soir de François Fillon devant 1200 militants UMP au théâtre de Champagne. Un discours offensif du soutien de Nicolas Sarkozy en présence de François Baroin et Luc Châtel. Reportage dans un instant. On reviendra ensuite sur le match de l'Estac hier soir contre Nantes au stade de la Beaujoire. Le Chant des Canaries a été contré en deuxième mi-temps par l'égalisation troyenne. Résultat, un but partout et un point précieux pour les Troyens qui restent dans la course à la montée. Et puis dans ce journal, un zoom sur un de ces métiers rares et à mi-chemin entre l'art et l'artisanat. Le staffeur, dans l'Aube, il est l'un des seuls à l'exercer. Nous avons rencontré ce professionnel méticuleux qui restaure les maisons anciennes. Une histoire de passion et de patience. Mais d'abord, cette information qui concerne une fois de plus la route et ses dangers. On a appris cet après-midi qu'un motard espagnol était décédé sur l'autoroute A5 à hauteur de Beuret, peu avant 17h près de Bligny, dans le secteur de Bar-sur-Seine. Une déviation a été mise en place et la circulation a été interrompue pendant quelques instants sur les deux sens. Dans le sens Dijon-Paris, c'était le sens de l'accident. C'est un couple d'une cinquantaine d'années. La femme est encore consciente ce soir suite à cet accident, donc survenu vers 17h. À 3 semaines du premier tour de la présidentielle, la campagne prend un tour plus offensif de part et d'autre. Et le Premier ministre, en visite hier soir à Troyes, n'a pas dérogé à la règle. Dans le théâtre de Champagne archi-comble, François Fillon a non seulement soutenu le candidat de l'UMP, Nicolas Sarkozy, mais aussi frappé sur son adversaire du PS, le tout en présence de François Baroin et de Luc Châtel, deux maires ministres champardonnais. Compte rendu de la soirée avec Jonathan Boisset. C'est sous les drapeaux et les cris des militants UMP qu'ont été accueillis François Fillon et Luc Châtel. Un meeting de soutien au candidat Nicolas Sarkozy où tous se sont montrés confiants. Nous sommes mobilisés et déterminés. Vous voyez ? Vous l'avez vu d'ailleurs. On le voit ? Quels sont les points forts de la campagne ? N'oubliez pas les handicapés mentaux. Vous êtes confiant, monsieur le Premier ministre ? Vous m'avez entendu. Pressé de partir, le Premier ministre a tout de même rempli la salle. Un théâtre de Champagne rempli à ras-bord. À la tribune, les orateurs ont attaqué leurs adversaires et surtout François Hollande. Le changement pour lui, c'est tout le temps. Il a fait de ce slogan son réveil matin. Il faut changer le matin, il faut changer le midi, il faut changer le soir. On rentre maintenant dans le moment de vérité de cette campagne et que les gens commencent à le voir et à le lire. Justement, dans la campagne de Nicolas Sarkozy, parce que là, vous nous parlez des points faibles de François Hollande, dans la campagne de Nicolas Sarkozy, les points forts. Je crois déjà le leadership incontestable qu'est le sien à la tête du pays, comme à la tête de la majorité de sa famille politique. Il a acquis une telle responsabilité, une telle expérience depuis plusieurs années avec des crises d'une telle intensité qu'on a besoin de cette expérience au service du pays pour les 5 années qui viennent. Vous comprendrez aussi que je me tourne vers Robert Gallet pour lui dire combien sa présence m'émeut. Nous nous connaissons depuis bien longtemps. J'ai une immense estime pour Robert Gallet, et comment ne pas en avoir pour un homme qui a tellement donné à notre pays, de son engagement aux côtés du général de Gaulle, de son engagement dans la première armée jusqu'à son rôle éminent pour construire l'industrie nucléaire de notre pays. Merci au nom du peuple français. Pour l'UMP, ce meeting est un succès. Faire venir 1200 personnes au théâtre de Champagne un lundi soir, c'est pas forcément évident, puisque bien évidemment ça va au-delà des gens qui sont adhérents à une formation politique telle que le Nouveau Centre, le Parti Radical ou l'UMP. Donc c'est important de faire partager nos valeurs et puis notre réflexion sur l'évolution de la société. De leur côté, les militants sont conquis. On ne peut être que convaincus. Ils sont tellement un bon tandem tous les deux. On ne peut être que convaincus. C'est du 100%. Personnellement, précédemment, j'étais plutôt militante du Front National, mais j'estime, par exemple, que Madame Le Pen n'est plus du tout dans la voie de ce que représentait le Front National avant. Je pense que la meilleure chance que présente M. Sarkozy pour la France au niveau économique et aussi pour nos enfants et nos petits-enfants. On élit un président de la République, c'est aussi une personnalité qu'on élit. Non pas juste le programme qui va avec. C'est essentiel le programme, mais après il y a la personne qui va le mener à bien, qui va le mener jusqu'au bout. On espère en lui et en nos valeurs. Travail, famille, nation. Vive la France! Et les électeurs indécis ont jusqu'au 22 avril pour faire leur choix.
Et j'ajoute que 20 minutes après le début de ce meeting, un jeune activiste anti-corrida a tenté de brandir une banderole dans laquelle il s'était enroulé avec plusieurs autres jeunes gens. D'ailleurs, il a été immédiatement sorti du théâtre par le service de sécurité avant d'être placé en garde à vue pendant 2 heures. Il n'aura donc pas eu le temps de faire passer son message et dénoncer l'inscription de la corrida au patrimoine culturel de la France, effective depuis janvier 2011. Notez enfin qu'une centaine de manifestants des partis de gauche ont eux été tenus à distance par 2 quarts de CRS hier soir. Ce n'est pas vraiment un thème de campagne en 2012, mais le développement durable commence malgré tout à faire son chemin dans la société. Une semaine est consacrée à cette thématique jusqu'à samedi. Et plusieurs manifestations sont organisées dans le département. Parmi elles, l'acquisition de scooters électriques pour les agents et les élus de la ville de Pont-Sainte-Marie, mais aussi un parcours éco-habitat qui a ouvert aujourd'hui ses portes à l'espace Argence de Troyes. Un parcours éco-habitat qui permet aux jeunes tout simplement de voir un petit peu quels sont les gestes pour éviter de consommer de l'énergie ou la gestion des déchets. On écoute justement l'une des enseignantes présentes cet après-midi au micro de Cyril Tavernet. En fait, c'était un petit peu en continuité de ce qu'on avait déjà travaillé en sciences. Les enfants avaient déjà travaillé sur le tri des déchets et nous avons participé à une animation sur le tri des déchets. Ça a fait un petit peu un rappel et je me suis rendu compte qu'il y avait besoin de rappeler régulièrement les choses parce qu'il y avait encore quelques erreurs de tri. Et les enfants, par exemple, se trompaient pour trier les plastiques, par exemple, pour les bouteilles. Ils n'avaient pas encore bien compris que c'était uniquement les bouteilles et les flacons qu'il fallait recycler. J'ai appris qu'il faut la nettoyer l'eau à cause qu'il y a beaucoup de microbes et qu'il y a beaucoup de bactéries et que la pollution salit l'eau. Et pour que l'eau elle soit propre, on la met dans des usines et on la nettoie. En football, un point précieux récolté à l'extérieur pour les joueurs troyens hier soir contre Nantes. À l'issue du match contre les Canaries pour la 30e journée de Ligue 2. Au stade de la Beaujoire, les hommes de Jean-Marc Furlan ont su revenir au score avec l'égalisation à la 63e minute de jeu. Pour ce match qui a donc été mené avec une nouvelle preuve de bonne forme pour les Troyens, compte rendu avec David Mutel. Personne au sein de l'effectif troyen ne gardera un grand souvenir de cette rencontre qui fut très pauvre en occasion de but. L'équipe auboise fut même quasiment poussive durant la quasi-totalité d'une première mi-temps dominée par les Nantais. Des Canaries qui eurent même la chance de leur côté puisqu'à la 7e minute, à la suite d'une perte de balle de Psaume, Ngoyi voyait sa frappe contrée par Rincon et trompée du même coup Thuram. 1-0 pour des Nantais très dangereux et qui auraient même pu doubler la mise à de maintes reprises, mais les Troyens ont dans leur cage un gardien vigilant en la personne de Thuram. Pas grand-chose donc à se mettre sous la dent pour les joueurs de Jean-Marc Furlan, si ce n'est cette frappe de Marcos enlevée par Zelazny, le portier breton. L'entraîneur troyen a très certainement resserré les boulons à la pause puisque dès leur retour sur la pelouse, les Aubois se montrent plus mordants et ils sont récompensés peu après l'heure de jeu. Sur ce corner, Rincon voit sa tête repoussée par Zelazny, mais Thiago a bien suivi et envoie un missile dans les buts nantais. Égalisation logique pour des Troyens qui auraient même pu prendre l'avantage, mais la frappe de Faussurier est beaucoup trop enlevée. Les dernières occasions seront pour les Canaries, mais Thuram et ses défenseurs réussiront toujours à empêcher les Bretons de repasser devant. Les Stacks ramènent un bon match nul de ce déplacement à la Beaujoire, un point qui pourrait se révéler très important dans la lutte pour l'accession. Et justement, maintenant, on parle d'un tout autre sujet. Il s'agit d'un zoom à présent sur une profession plutôt rare, dont même le nom ne vous dira peut-être rien. Le staffeur, comprenez, restaurateur de moulures en plâtre pour maisons anciennes. Cet artisan au bois a le talent modeste, on va en parler. Et pourtant, il aurait de quoi se vanter d'être l'un des derniers à pratiquer son art dans le département. Son savoir-faire est donc précieux. Sa technique lui permet de restaurer dans les règles de l'art. Il arrive à transmettre sa passion. Reportage avec Christian Girard. Untito est modeste, pourtant ses pairs considèrent son travail comme la haute couture des métiers du bâtiment. Untito est staffeur, tout commence par le dosage à l'œil et le brassage forcément manuel du plâtre avant de déposer une première couche sur un moule. À peu près de 3 mm de plat. Il a fallu 2 ans d'expérience pour que le geste soit sûr
avant d'enchaîner avec les étapes suivantes. Et maintenant, c'est le filasse. Vous posez le filasse au milieu. Quand vous finissez, vous mettez le filasse et vous staffez encore. Et après, il faut bien appuyer. Parce que si vous ne venez pas bien appuyer, ça fait les boules après. Untito peut fabriquer environ 10 mètres de corniches par jour. C'est l'intérieur. L'intérieur, ce qui est caché. Et après, voilà, après c'est l'extérieur, c'est ça. Ici, chaque moule est unique et nécessite une demi-journée de fabrication. Untito sillonne l'Aube et au-delà, Nancy ou Paris, pour des particuliers exigeants. Leur souhait, une restauration dans les règles de l'art. Les maisons là, c'est arrivé, c'est fait normalement l'isolation. L'isolation, le placo, le mur et tout ça, le plafond. Et après, se fabrique des corniches. Ils sont tout cassés et il faut se fabriquer la même corniche. Untito s'attaque également à des pièces plus complexes, comme des rosaces, même s'il en existe aujourd'hui sur le marché des pièces préfabriquées. Il y en a les supermarchés, mais en polystyrène, c'est pas la même ça. Parce que ça c'est en plate, ça c'est en vrai. C'est pour ça aussi. Ça les qualités. Les qualités, il reste qu'avec de polystyrène et tout ça, pour faire le peinture après, c'est pas pareil. Aujourd'hui, les staffeurs sont devenus extrêmement rares. Pourtant, 2 apprentis sont en cours de formation afin de répondre à la demande. C'est pas du tout courant. Effectivement, il reste peut-être 2 à 3 entreprises d'un point de vue au bois qui pratiquent encore l'ornement. Je dirais que ce sont des travaux qui font appel à certains types de clients, certains types d'ouvrages, des prestations de qualité et de plus en plus rares. Voilà. Un métier devenu si rare qu'il pourrait rentrer dans la catégorie des métiers d'art. Untito lui garde les pieds sur terre et humblement, il a répondu oui à un de ses clients qui lui demande d'intervenir sur un chantier cet été dans son pays d'origine, le Cambodge. Fin de ce journal, à suivre la couleur du ciel. Pour les jours qui viennent, le soleil se maintient mais les températures restent plutôt fraîches. Demain, on évoquera l'avenir du cinéma L'Éden de Romilly. D'ailleurs, une manifestation est en cours devant les salles actuellement alors que le cinéma ferme ses portes ce soir faute de trésorerie. Aurélie Juigné est sur place pour Canal 32. Aurélie, bonsoir. Bonsoir Mathieu. Alors, quelle est l'ampleur de la manifestation qui se déroule devant vous actuellement ? Eh bien écoutez, il y a quasiment 200 personnes qui sont rassemblées ici devant le cinéma L'Éden. Ils bloquent la rue. Ils manifestent évidemment contre la fermeture du cinéma. Beaucoup m'ont confié leur tristesse et surtout leur colère face à cet événement. Donc on peut mentionner que d'après le maire, cette fermeture est temporaire, que le cinéma devrait réouvrir. Mais ici, personne n'y croit vraiment et beaucoup craignent la fin de l'offre culturelle dans le centre-ville de Romilly. Merci beaucoup Aurélie. Le détail, ce sera demain en images dans le journal. Très belle soirée à vous et à demain.